Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, M. Kiswen Sida Urbain Yameogo, directeur exécutif du CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Bonsoir, M. Yameogo. Bonsoir, M. Ouedraogo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A4 obtenu en 2001 au lycée Philippe Zenda Kaboré, d'une licence et d'une maîtrise en droit public obtenue à l'université de Ouagadougou et d'un master 2 professionnel en management de la responsabilité sociale des entreprises, d'un master 2 de recherche en management et stratégie. Mais avant tout cela, vous êtes passé par le petit séminaire de Basse-Corée, le petit séminaire Saint-Augustin. C'est de 1993 à 1997. Alors pour commencer, quand on voit votre parcours, le petit séminaire de 93 à 97, peut-être on devrait s'attendre à vous voir aujourd'hui dans la soutane, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que le séminaire était juste un hasard de parcours? Un hasard de parcours, certainement pas. C'est vrai que lorsque je finissais donc mes études primaires, j'avais certainement été appelé, comme beaucoup d'autres, mais comme vous le savez, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Donc, je n'ai pas fait certainement partie donc, des élus, raison pour laquelle j'ai été amené donc, à continuer mon parcours scolaire au niveau donc, du lycée Philippe Zenda Kaboré. Mais comment vous avez choisi d'aller au séminaire? Alors, disons que le choix d'aller au séminaire a été motivé par plusieurs raisons. D'abord parce que, en tant que jeune et côtoyant donc, les prêtres, on avait l'admiration de la soutane. Ça, c'est sûr et certain. En plus de cela, j'avais des parents qui étaient quand même très croyants, très impliqués donc dans la vie de l'Église, et tout naturellement, c'était leur faire honneur que de viser justement à être donc un homme consacré. Et puis par-dessus tout, mes enseignants donc du primaire tenaient beaucoup à ce que je puisse suivre une formation de qualité. Et pour eux, la formation de qualité pouvait se faire à la fois au petit séminaire ou éventuellement donc au Prytanée militaire donc, du Kadiogo. Ce qui a fait que j'ai passé donc les deux concours. J'ai passé le concours donc, du petit séminaire où j'ai été admis. J'ai passé le concours donc, du Prytanée militaire du Kadiogo où malheureusement donc, je n'ai pas été admis. Donc, comme j'ai été admis, j'ai continué donc, mes études donc, au petit séminaire jusqu'à la classe donc, de 4e. Qu'est-ce à dire? Est-ce que les prêtres étaient trop rigoureux? Qu'est-ce qui ne vous convenait pas? Écoutez, trop rigoureux, certainement, mais je ne pense pas que ce soit la rigueur qui, moi, en tout cas, me révulsait. Mais je dois dire qu'il y avait un climat de travail, une ambiance et des relations aussi souvent exécrables avec certaines personnes qui font qu'à un moment donné, l'idéal que tu te faisais de certaines personnes, finalement, finit par tomber et du coup, tu penses que c'est mieux, en tout cas, de poursuivre le parcours ailleurs. Mais justement, parlant toujours de ces séminaires, est-ce qu'on ne peut pas dire que les séminaires sont souvent victimes également de leur succès? Tout le monde sait que ce sont des milieux dans lesquels il y a une certaine rigueur, une certaine qualité de l'éducation des enfants. Ils envoient les enfants qui, en réalité, n'ont pas pour ambition peut-être d'aller jusqu'au bout et de porter un jour la soutane. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui crée la crise des vocations? Parce qu'on a beaucoup qui rentrent sans espérer aboutir à la soutane. Très certainement. La pression sociale joue un rôle particulièrement important donc, pour les jeunes qui souvent sont amenés donc, à embrasser donc, la route donc, du séminaire dans le cadre donc, de la vocation. Mais ce n'est pas uniquement que cela. Il y a aussi le choix même du jeune. Et lorsqu'on fait ce choix-là, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un choix totalement éclairé. Et au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on se découvre en tant que garçon, avec naturellement les pulsions aussi qui, à un moment donné, vont commencer à naître naturellement. Assez rapidement, donc, le chemin s'éclaircit et je crois que c'est en toute responsabilité que le jeune en question va être amené donc, à choisir donc, son chemin. Depuis 2009, vous enchaînez les missions de formation, d'enseignement et de conseil, notamment sur les questions des droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans les droits de l'homme?
Alors, dans les droits de l'homme, ce qui me passionne, c'est surtout cette volonté donc, de penser à l'autre, l'altérité. Mais il faut dire que de façon générale, la vie associative m'a toujours passionné. Et je peux dire que mon choix et mon engagement donc, dans le milieu associatif est aussi, j'allais dire, le résultat d'un travail qui m'a été inculqué par mes parents et en particulier mon papa, qui, pendant longtemps, a été au sein, par exemple, de l'association des parents d'élèves, donc de mon école, et qui aussi a été le responsable, le président d'un groupement villageois et jusqu'à sa mort. Et donc, le fait d'avoir vu un père qui n'a pas fait l'école, mais qui, malgré tout, était très, très engagé dans le milieu associatif et qui travaillait beaucoup pour le développement local de mon village, m'a certainement inculqué ce virus de travailler, de m'engager aussi dans le milieu associatif, mais aussi d'aider les autres. Je dois reconnaître aussi que le fait aussi d'être passé par le petit séminaire a été un facteur important. Parce que si j'ai peut-être raté ma vocation au niveau du petit séminaire, j'ai pensé que le fait de m'engager dans le milieu associatif, de m'engager à servir les autres, était une manière de remplir cette vocation-là. Donc, quand nous étions au lycée, par exemple, nous avions créé une association qui s'appelait l'association Maya Ouaga pour le développement. Et avec certains enseignants, on faisait des activités pour promouvoir la culture. Et c'est dans le cadre même de cet engagement associatif-là que j'ai croisé le chemin d'Amnesty International autour des années 1999. Et quand j'ai connu cette organisation avec ses valeurs, j'ai vite senti que c'était le milieu dans lequel je voulais véritablement évoluer. Vous n'avez jamais eu envie, par exemple, de passer un concours, de devenir juge ou avocat, parce que bon, c'est le parcours classique de tous ceux qui ont fait droit. Très certainement. Je dois dire d'ailleurs qu'au début, j'étais passionné par le métier d'avocat. Je voulais absolument être avocat et travailler à défendre la cause de la veuve et de l'orphelin. Mais chemin faisant, et je dois dire que lorsque j'ai fini mes études de maîtrise en droit, j'ai bénéficié d'un stage au niveau de la section française d'Amnesty International. Et cela m'a amené à l'extérieur. Et après ce stage-là, étant donné l'intérêt que j'avais commencé à développer pour les questions liées aux entreprises et aux droits humains, c'est tout naturellement que j'ai postulé à une formation au niveau de l'Université Paris 12, Créteil, au master spécialisé en management de la responsabilité sociale des entreprises. Et c'était un des rares masters qui existait en France dans ce domaine-là. Et donc, tout naturellement, j'ai fait ma formation à ce niveau et pour continuer dans le domaine un peu de la recherche, avec le master recherche en management et stratégie, et avec un travail de recherche sur le terrain qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, sur les initiatives de responsabilité sociale des entreprises, de l'entreprise Azito OM. Alors on va revenir un peu sur cette question de responsabilité sociale des entreprises plus loin dans cette émission, mais j'insiste sur cette question déjà de l'amour des droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous a plu à Amnesty International précisément au point de pouvoir voilà, devenir une vocation? En réalité, quand vous prenez les droits de l'homme, les fondements des droits de l'homme, la justification des droits de l'homme, vous retrouvez cela un peu, j'allais dire, à la fois dans nos traditions, même si certains pensent que ce sont des concepts importés, mais aussi et surtout beaucoup leur fondement dans la religion, dans les valeurs qui sont promues par la religion. Donc je pense que mon amour pour les droits de l'homme peut être considéré aussi comme étant le prolongement de cette vocation non accomplie au niveau du petit séminaire. Est-ce que, parce que je suppose un jeune rêve aussi de s'accomplir, quand je dis s'accomplir, c'est sur le plan matériel également, est-ce qu'en regardant ce qui se faisait à Amnesty International, vous avez la conviction que comme ça, en vous engageant pour défendre les autres, vous pouvez également vous accomplir? Tout à fait. Puisque au sein d'Amnesty, vous avez certainement des membres, mais vous avez aussi des professionnels. Et je sentais en tout cas en moi une volonté de faire de telle sorte que mon trajectoire professionnelle puisse être en phase avec mes convictions. Et parce qu'il n'y a pas pire chose que de travailler dans un domaine qui ne vous plaît pas,
que de travailler uniquement parce que vous voulez juste subvenir donc à vos besoins. Et donc, cette voie qui m'était tracée donc au niveau d'Amnesty International me donnait la possibilité de pouvoir envisager de travailler donc dans le secteur donc des droits humains. Et en particulier, je dois le dire, j'ai été vite fasciné par les organisations internationales, que ce soit des organisations non gouvernementales internationales ou des organisations, des institutions internationales donc, comme le système donc, des Nations Unies. Ça m'a toujours fasciné. Surtout à partir donc, de 2003 où j'ai eu la chance justement d'être désigné par Amnesty Burkina Faso pour aller participer à la première assemblée internationale donc, des jeunes et au Conseil international d'Amnesty International qui s'est passé au Mexique. Et pour moi, c'était une expérience unique. Une expérience unique qui a renforcé encore ma conviction de travailler dans ce domaine-là. Et je dois dire que tout au long de ce parcours, j'ai eu des gens qui ont été, j'allais dire, comme pour moi, des maîtres, qui m'ont accompagné. J'ai bénéficié de beaucoup d'accompagnement. J'ai bénéficié, par exemple, d'un soutien de la section française pour faire une formation à l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, à 2 reprises. Malheureusement, beaucoup de jeunes n'ont pas toujours cette opportunité-là. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a amené, dans le cadre donc, du CIFDA, d'ailleurs, à créer des cadres de formation ici, au Burkina Faso, pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes conscients que beaucoup de jeunes ne peuvent pas forcément aller donc se former de l'autre côté. Alors, vous parlez donc effectivement du CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, un centre dont vous êtes donc cofondateur en 2009. C'est quoi déjà le CIFDA? Alors, le CIFDA, c'est une association de promotion et de défense donc, des droits humains qui s'est fixée donc, comme objectif essentiel de travailler à renforcer les capacités des jeunes dans le domaine des droits humains pour qu'ils puissent être plus efficaces donc, dans leurs interventions. Il faut dire que, ayant été membre d'Amnesty International, ayant côtoyé beaucoup de jeunes qui étaient engagés dans les luttes, que ce soit dans le cadre, donc, par exemple, de l'assassinat du journaliste donc, Norbert Zongo et dans plein d'autres luttes syndicales et autres, on sentait que, certes, il y avait une détermination donc, de la part des jeunes donc, à mener des actions, mais il leur manquait quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'était les capacités, les connaissances techniques, pour ne plus être uniquement des exécutants, mais aussi et surtout être des gens qui soient capables donc de concevoir, être des gens qui soient capables donc de proposer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que nous qui avons bénéficié donc de cette opportunité d'être formés donc à l'extérieur, nous avions une responsabilité de faire bénéficier de ces connaissances-là aux autres. Et c'est ce qui nous a conduit à créer le CIFDA, le Centre d'information et de formation donc, en matière donc, de droits humains en Afrique, qui réunit donc des jeunes qui étaient déjà engagés à Amnesty International, au sein du MBDHP et au sein d'autres organisations. Et donc de travailler à mettre en place justement les universités d'études des droits humains, mais aussi d'autres activités. Et surtout aussi de nous engager dans la défense de certaines causes, comme par exemple l'abolition de la peine de mort, qui constitue une des préoccupations majeures. Vous ne faites pas que former, informer. Tout à fait. Vous êtes là également, on vous voit donc très souvent le CIFDA prendre position sur beaucoup de questions. Tout à fait. Donc vous ne faites pas que former, informer. Nous ne faisons pas que former et informer. Je pense que ce ne serait d'ailleurs pas bien vu qu'une organisation qui travaille dans le domaine des droits humains sur certaines questions majeures qui concernent par exemple la vie de la nation, qui concernent donc les droits humains, nous ne puissions pas prendre position. Et on ne peut pas non plus uniquement former sans travailler même à agir sur le cadre normatif et institutionnel donc, des droits humains au Burkina Faso. Ce qui fait que nous menons effectivement donc, un travail de plaidoyer pour réformer dans la mesure donc, du possible donc, le cadre donc, normatif et institutionnel donc, du Burkina Faso. Et au-delà de cela, nous faisons aussi un travail d'accompagnement à la fois des petites organisations, associations donc, qui veulent aussi grandir et être comme nous, mais aussi et surtout de certaines institutions comme le Parlement. Et nous avons développé par exemple un appui avec le concours d'ailleurs du NDI. Nous avons pu développer donc des appuis et des projets en soutien à la commission des lois, la commission des affaires générales institutionnelles donc, et des droits humains, mais aussi à certains réseaux spécifiques donc, du Parlement, comme le réseau des parlementaires burkinabés donc, pour les droits humains ou le caucus genre. Et donc pour nous, c'est fondamental pour que le législateur qui arrive, qui n'est pas toujours au fait donc, des questions donc, des droits humains, qui ne connaît pas l'impact donc, que les voix
qui sont votés peuvent avoir sur les droits des citoyens puissent bénéficier aussi des compétences nécessaires pour légiférer en connaissance de cause. Alors, vous êtes en tout cas bien placé pour parler de la situation des droits de l'homme d'une manière générale au Burkina Faso. Le Burkina, en 2018, qui reçoit les félicitations de la communauté internationale, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'était à Genève. Le ministre de la Justice a présenté donc la situation des droits humains au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation des droits de l'homme au Burkina, il y a des motifs de satisfaction? Parce que de retour de Genève, le ministre en tout cas a présenté une situation qui fait du Burkina aujourd'hui un bon exemple en matière de respect des droits humains. Très certainement, le Burkina n'est pas un pays à plaindre dans le domaine des droits humains quand on considère les autres. Mais en même temps, on ne peut pas se satisfaire uniquement donc, de ce qui s'y passe. Et surtout, quand vous regardez l'actualité, naturellement, on ne peut pas rester donc, dans l'autosatisfaction. Nous reconnaissons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Et pas que sous ce régime uniquement. Et ces efforts, ce n'est pas le résultat d'un don de la part de l'autorité publique. Bien au contraire, je crois que c'est le résultat aussi des luttes qui ont été menées par le peuple burkinabé. Nous reconnaissons que sur plein d'aspects, à commencer par exemple par la liberté d'expression, à commencer par exemple par la liberté de presse et sur bien d'autres libertés, la liberté donc de mouvement, ainsi de suite, il y a eu beaucoup d'avancées. On peut reconnaître aussi que le cadre institutionnel et normatif donc, des droits humains au Burkina Faso a connu une avancée effective. Mais là où ça pêche, c'est énormément et beaucoup, souvent quand même, dans la mise en œuvre, dans l'effectivité des droits humains. C'est vrai qu'on justifie ça souvent par les limites donc, de ressources de l'État pour satisfaire donc, aux exigences donc, en matière de droits humains, notamment pour ce qui concerne donc, les droits économiques, sociaux et culturels. Mais nous disons que cela ne peut pas constituer un prétexte. Vous voyez par exemple dans le contexte actuel, la question du droit à la sécurité, la question du droit à la vie, la question du droit à l'intégrité physique de toute personne, la question du droit à la sûreté de sa personne, sont malheureusement remises en cause par le contexte actuel. Mais là où se trouve? Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que, par exemple, l'État ou les gouvernants soient des acteurs du non-accomplissement de ce droit, parce que c'est un combat au quotidien. Voilà. Mais ils sont des acteurs. Si, ils sont des acteurs. Parce que c'est eux qui ont été élus pour faire de telle sorte que le Burkina Faso puisse être un pays de stabilité et un pays où la sécurité et la sûreté de chaque personne est garantie. Et s'ils échouent à le faire du fait d'autres acteurs, des tiers, cela engage aussi leur responsabilité. Parce que en matière de droits humains, l'État a 3 obligations essentielles. L'obligation de respecter, c'est-à-dire de ne pas violer par lui-même les droits humains, l'obligation de protéger et donc de prendre toute disposition nécessaire pour empêcher que des tiers portent atteinte aux droits humains, mais aussi l'obligation de donner effet, de mettre en œuvre donc, les droits humains. Donc, dans le cas spécifique, par exemple, des attaques terroristes, on peut dire que l'obligation donc de protéger les droits humains, malheureusement, n'est pas entièrement satisfaite. Mais il y a des efforts qui sont déployés. Naturellement, on reconnaît qu'il y a des efforts. Mais malheureusement, la situation montre que ces efforts sont encore largement insuffisants. Alors, quand vous avez parlé tantôt d'avancées notables sur la question des droits de l'homme, même si tout n'est pas parfait, on va évoquer la question de l'abolition de la peine de mort, qui est également une grande avancée quand même. Je rappelle que vous avez été coordonnateur du plaidoyer dans le cadre donc, de ce combat pour l'abolition de la peine de mort au Burkina. Mais on ne va pas refaire l'histoire ni les débats. Mais est-ce que vous avez compris à l'époque ceux également qui estimaient que la peine de mort était valable pour un certain nombre de crimes jugés horribles face auxquels la réparation ne peut passer que par là? Nous comprenons ceux qui ne partagent pas la même opinion que nous. Nous apprécions, j'allais dire, à sa juste valeur, le sentiment qui peut habiter certaines familles de victimes, notamment de crimes atroces. Mais ce que nous disons, c'est qu'un État ne peut, sous aucun prétexte, normalement porter atteinte à la vie. Parce que celui qui porte atteinte à la vie, que nous considérons comme étant un criminel,
le fait pour mille et une raisons, mais l'État le fait, j'allais dire, en connaissance de cause. Je ne pense pas que tuer quelqu'un peut constituer une réponse, ni en termes donc de dissuasion, je dirais, contre la commission donc de nouveaux crimes, ni en termes, j'allais dire, de sanctions sur la personne. Ça, ce n'est pas une, je ne vous coupe pas, mais ce n'est pas une vérité universelle. Quand vous prenez les États-Unis, il y a encore des États qui, jusqu'à présent, continuent d'appliquer la peine de mort. Mais c'est l'exemple parfait. Mais justement parce c'est l'exemple parfait. On estime que c'est dissuasif. Mais je pourrais vous prendre. Prenez l'exemple des États-Unis où, dans certains États, effectivement, la peine de mort est appliquée. Et prenez l'exemple du Canada, le pays juste voisin, où la peine de mort a été abolie depuis des années. Qui, des États-Unis et du Canada, constitue un pays où la criminalité est le plus développée? Ne pensez-vous pas? Où est-ce qu'on entend à chaque fois qu'il y a des fusillades? Pensez-vous que si la peine de mort était dissuasive, on continuerait à assister chaque jour ou chaque mois des fusillades aux États-Unis pour que l'on puisse à chaque fois revenir sur le débat sur la détention des armes? Moi, je pense que les États-Unis constituent l'exemple même parfait où la peine de mort ne peut en aucun cas constituer un moyen dissuasif donc, contre le crime. Et il ne faut pas appliquer des solutions de facilité. Parce qu'effectivement, dans le cas des États-Unis, on a pensé qu'en permettant à chaque citoyen de s'armer, on pourrait lutter contre la criminalité. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'au lieu de garantir la sécurité des citoyens américains, le fait de mettre les armes à la portée de tout le monde contribue énormément donc, à mettre en danger l'ensemble de la population. La preuve, c'est qu'il y a souvent des gens qui ne sont pas sains mentalement, qui se procurent les armes et qui partent prendre des écoles en otage. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qui doit être à la fois mis en lien avec cette problématique-là. Parce que l'État ne doit pas, j'allais dire, se laisser aller dans des arguments de facilité. La vengeance... Donc vous pensez que la peine de mort, c'est un argument de facilité? C'est un argument de facilité. C'est un argument de facilité. Alors, M. Amoego, sur cette question des droits de l'homme, ce qu'il faut comprendre également, c'est que bien souvent, il y a quand même une incompréhension. Parce que beaucoup estiment que les droits de l'homme sont juste là pour créer des problèmes aux plus faibles. Parce que quand vous regardez, quand c'est des États puissants qui ne respectent pas les droits de l'homme, eh bien, il n'y a rien. Et quand c'est les plus pauvres, ou les États faibles, où il y a des violations des droits de l'homme, alors là, le Conseil de sécurité se réunit rapidement et des sanctions sont prises. Est-ce que vous comprenez également ce sentiment aujourd'hui? Monsieur Ouedraogo, tout dépend de ce que vous appelez par plus faible. Est-ce que par plus faible, vous prenez l'individu ou est-ce que vous prenez l'État? Je parle surtout des États. D'abord, parce que les droits humains, c'est d'abord des droits individuels et aussi des droits collectifs, mais d'abord des droits qui sont rattachés à la personne humaine, à l'individu. Celui qui a besoin de plus de protection, c'est naturellement le plus faible. Et la philosophie, justement, des droits humains, c'est de travailler à protéger le plus faible. Sinon, si on était dans l'état de nature, dans une jungle, ce seraient les plus forts qui appliqueraient leurs lois, justement, aux plus faibles. Si vous voulez m'amener donc à faire une analyse géopolitique, oui, c'est vrai, la géopolitique est ce qu'elle est, et c'est vrai que autant les individus se saisissent souvent du prétexte donc des droits de l'homme pour brimer peut-être des autres, des États aussi peuvent s'en saisir pour brimer les droits des autres. Pour autant, quand il est question, par exemple, des atteintes aux droits humains, de quoi est-il question en réalité? C'est la question souvent de dictateurs qui enfreignent aux droits de leurs propres citoyens. Non, mais c'est ce qui amène ici le problème. Vous voyez par exemple actuellement aux États-Unis, on sépare des enfants de leurs parents dans le cadre de la lutte contre l'immigration. Ce qui est quand même une atteinte grave aux droits de l'homme. Tout à fait. Et ce n'est pas parce que ce sont les États-Unis qu'il n'y a pas de dénonciation. Moi, je pense que vous gagneriez à vous renseigner peut-être davantage. Il y a beaucoup plus de dénonciations qui sont faites, y compris de la part des organisations donc, de promotion et de défense des droits humains, américaines ou autres, à l'étranger, relativement donc aux États-Unis, que n'importe où. Prenez la question de la peine de mort. Les États-Unis font partie des pays qui font l'objet de campagnes intenses pour l'abolition de la peine de mort. Et par exemple, il y a... Mais ça n'a aucun effet, ça n'a aucun effet, vous croyez, véritablement? Combien sont les États qui ont aboli la peine de mort aux États-Unis?
Vous croyez qu'ils se sont décidés par eux-mêmes comme ça de le faire? Combien de personnes ont été innocentées? C'est une question de rapport de force. De la pression internationale. Monsieur Amego, comme je dis, c'est un rapport de force parce que quand vous regardez les États-Unis, si c'était notre pays que le Conseil de sécurité se serait saisi de cette volonté de séparer des enfants des parents, mais quand c'est les États-Unis, eh bien, le chien aboie, on a l'impression de dire, mais la caravane continue sur son chemin. Non, je ne pense pas que ce sont des questions sur lesquelles le Conseil de sécurité se saisit. Ça, si vous parlez peut-être du Conseil des droits de l'homme, je peux comprendre. Mais le Conseil de sécurité, non. Mais pour ce qui est, renseignez-vous, je le dis encore, il n'est pas certain qu'au niveau du Conseil des droits de l'homme, effectivement, ces questions-là aient été abordées. Et lors de l'examen, par exemple, des États-Unis, dans le cadre de l'examen périodique universel, c'est forcément des questions qui vont être abordées, inévitablement. Parce que d'une part, les organisations de la société civile vont faire des rapports alternatifs sur la situation des droits humains aux États-Unis, mais d'autre part, tous les autres États, y compris les États qui estiment être les ennemis des États-Unis, peuvent aussi évoquer la question dans le cadre donc, du débat. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en jeu la responsabilité des États-Unis. Bien au contraire. Alors, sur cette question, toujours des incompréhensions liées un peu aux questions des droits de l'homme, on a également certains qui estiment que les droits de l'homme, souvent, sont fondamentalement entre griffes culturelles. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la question, par exemple, de l'homosexualité, qui est considérée également comme un droit de l'homme, et le principe, c'est que chacun est libre de son orientation sexuelle. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est un droit qu'on peut opposer à tous les États ou à toutes les communautés quand on tient compte également quand même des réalités locales? Quand vous dites l'homosexualité est un droit, je ne dirais pas ça. Mais c'est fondamentalement basé sur le principe de la non-discrimination. Il est clair, c'est vrai, on est libre de ses opinions, on est libre aussi, je dirais, de ses pratiques sexuelles. Où est le problème? Quand des adultes consentants, entre eux, choisissent. Mais il est clair qu'il n'est pas question d'imposer ça à la société. Et moi, je pense que souvent, est-ce que cette vous ne comprenez pas du libertinage? Non, du tout. Du tout, ce n'est pas du libertinage. Ce n'est pas du libertinage. C'est vrai que les gens ont souvent tendance à penser que l'homosexualité, c'est quelque chose d'importé. Moi, je pense que vous gagneriez à vous renseigner davantage auprès de certaines personnes plus introduites qui savent que ces pratiques-là existent aussi au sein de nos communautés de la part de gens qui n'ont jamais été en Occident. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit porter atteinte à la vie de quelqu'un parce que la personne a une orientation sexuelle autre? Est-ce qu'on peut se permettre de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un simplement au prétexte que la personne est un homosexuel? En quoi est-ce que le fait d'être homosexuel constitue un danger pour un individu, pour vous ou pour moi? Je pense que ce sont des choix. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour demain que le mariage pour tous viendra au Burkina Faso. Mais je crois que toutes les sociétés connaissent des évolutions de mœurs. Vous ne vivez pas... Vous pensez que ça peut arriver un jour? Moi, je ne peux pas prédire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si ce n'est pas spécialement mon choix. Mais pourquoi pas? Mais je crois que si vous prenez la manière dont nos parents vivaient, il était difficile de marcher main dans la main avec une fille. Aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre. Il était difficile d'embrasser quelqu'un, votre compagne, en public. Aujourd'hui, vous le faites. Alors pourquoi est-ce que c'est acceptable? Que ce soit dans le mariage traditionnel ou dans le mariage religieux. Personnellement. Hein? Peut-être que des gens le font. Oui, peut-être pas vous, mais d'autres le font. Et même lors des mariages, que ce soit religieux ou civil, on vous invite à embrasser la mariée. Auparavant, ça ne se faisait pas. Donc, toutes les sociétés évoluent. Et tout le message que nous avons, c'est soyons tolérants à l'égard de ceux qui ne sont pas comme nous. On ne demande pas que quelqu'un devienne homosexuel, s'il ne l'est pas, aucunement. Même si ça ne fait pas partie des thématiques, j'allais dire, du travail donc, de notre centre, mais nous estimons que le principe donc, de la non-discrimination doit être affirmé et nul ne doit faire l'objet de discrimination sur la base, sur le fondement donc, de son orientation sexuelle. Il y a aussi cette question quand même, également, on va évoquer du droit des enfants. Les enfants qui ont des droits qu'il faut évidemment respecter.
Mais là également, souvent, il y a des incompréhensions qui naissent du fait que certains estiment qu'on veut faire également de la politique de l'enfant roi. Tout simplement parce qu'on estime que l'enfant aujourd'hui doit être soustrait de toute forme de coercition. Et au-delà de ça, il y a même la question du travail des enfants. Là également, il y a une incompréhension parce qu'ici, beaucoup estiment que l'enfant travaille, mais c'est une forme de socialisation. L'enfant suit ses parents au champ et puis apporte sa modeste contribution. Et c'est comme ça qu'il acquiert également les valeurs. Est-ce que là également, bon, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de culture? Un conflit de culture, je ne dirais pas. Le respect de l'enfant a toujours existé chez nous. C'est vrai, il y a des méthodes d'éducation voilà, qui existent dans la pratique, qui sont souvent remises en cause, il est vrai. Mais si vous prenez la question donc, de l'enfant roi, souvent, je pense qu'on exagère aussi en réalité. Vous êtes journaliste. Combien sont les faits sociaux que vous rapportez souvent, qui font état de sévices infligés à des enfants qui ont souvent provoqué soit des morts d'enfants, soit des mutilations importantes d'enfants. Je pense qu'ici à la RTB, j'ai vu à plusieurs reprises des reportages. Est-ce que vous pensez que cela est acceptable? Mais vous prenez les cas extrêmes. En France, par exemple... Ben oui, de la même manière que lorsqu'on parle donc de l'enfant roi, on n'a même pas le droit de la fessée, par exemple. Voilà, le débat se pose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Quand on dit que, bon, on n'a même pas le droit de... C'est tout à fait normal que ça puisse faire l'objet donc d'un débat. Une société vit à travers le débat. Et je pense que... Est-ce que vous êtes pour la fessée? Écoutez, pour la fessée, tout dépend. Il y a des fessées qui peuvent conduire malheureusement à traumatiser par exemple des enfants. Il y a des enfants qui sont traumatisés à vie. Il y a des enfants qui vont devenir des enfants délinquants tout simplement parce que effectivement on pensait à un moment donné leur faire du bien en leur administrant donc des coups. Et moi je pense que tout est dans la mesure. Il y a certains enfants qui retrouvent le droit chemin également. Tout est dans la mesure, oui, très certainement. Mais tout est dans la mesure en toute chose. Et on ne veut pas dire sur le fondement du fait qu'on risque d'aboutir donc à une situation dont l'enfant roi, il faut laisser tout faire, y compris administrer donc des services donc à des enfants. Non, il faut savoir dans une société définir donc des limites à ne pas dépasser. Nous ne disons pas il ne faut absolument pas éduquer l'enfant à travers donc la fessée, mais nous disons tout doit rester mesurable et doit être fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et par conséquent, nous pensons que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas ce qui va contribuer, j'allais dire, à le déstabiliser psychologiquement ou porter atteinte donc à son intégrité physique. Pour ce qui concerne le travail des enfants, oui, c'est vrai que le travail aussi est un moyen de socialisation des enfants. Mais jusqu'où peut-on aller? Est-ce que vous pensez que les enfants qui travaillent dans les mines, jour et nuit, qui transportent souvent des charges beaucoup plus importantes, beaucoup plus lourdes, est-ce que cela constitue pour vous les pires formes de travail, effectivement? Sinon, on reconnaît la possibilité, effectivement, dépendamment donc des législations nationales, donc d'aménager et de permettre effectivement donc que l'enfant puisse, entre guillemets, travailler, pour autant que cela ne porte pas atteinte ni au développement donc physique, mais aussi à l'épanouissement même de l'enfant. Parce que l'enfant doit d'abord et avant tout pouvoir bénéficier donc des conditions idoines pour être scolarisé. Il doit pouvoir se construire à travers d'abord la scolarisation. Et vous savez que généralement donc, la scolarisation elle est obligatoire donc jusqu'à 16 ans. Donc, comment est-ce que l'enfant pourrait travailler donc, pendant qu'il est à l'école? Ça va être difficile. Même nous qui avons été des adultes, dans les pays développés où on a dû souvent travailler tout en allant à l'école, ce n'était pas évident. Encore quand il s'agit donc d'enfants. Monsieur Amégo, on va évoquer la deuxième partie à présent, les questions d'actualité, en commençant bien sûr par la démission du gouvernement. Ce vendredi, donc, le Premier ministre qui a déposé une lettre de démission que le président du FASO a acceptée. C'est la fin donc de la mission de Paul Kabatieba à la tête de l'exécutif burkinabé, à la tête du gouvernement depuis donc, janvier 2016. Vous d'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Comme tout citoyen burkinabé, je pense que c'était quelque chose qui était dans l'air. On en a beaucoup entendu parler. Je pense même qu'à plusieurs reprises, ça a été chuchoté.
mais ce n'est jamais arrivé. Je pense que c'était certainement aussi beaucoup attendu de l'opinion publique qui avait besoin d'un signe fort pour sentir qu'il y a une volonté de relancer la machine. Donc, j'accueille comme... Est-ce que vous pensez que c'est un aveu d'échec? Un aveu d'échec par rapport à quoi? Certainement par rapport à la politique en matière de sécurité. On peut peut-être en convenir, mais bon, on doit, vous savez, une politique ne s'analyse pas par un petit bout. Il faut avoir donc une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. Et je pense que je suis très mal situé pour analyser comme il se doit une telle situation, même si on doit reconnaître effectivement que dans cette gouvernance-là, il y a eu à certains moments quand même pas mal de tâtonnements où on était en droit d'attendre mieux sur certains aspects. Est-ce qu'il y a des points précis dont vous voulez parler? Ben, sur les questions de sécurité, par exemple, sur les questions, par exemple, de l'autorité de l'État, moi je pense que c'est une problématique particulièrement importante. Il faut que l'on travaille au retour de l'autorité de l'État, que l'on puisse respecter l'État, les symboles de l'État et ceux qui incarnent l'État. Donc vous pensez que le gouvernement Thiéba n'a pas réussi à ramener cela? Vous m'amenez dans un coin peut-être dans lequel il est difficile en réalité de se prononcer de façon impérative. On ne peut pas dire qu'ils ont totalement échoué sur la ligne, non. Ils ont certainement fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de bord, même si, en tant que citoyens, nous sommes en droit d'attendre mieux et de dire qu'ils auraient pu mieux faire. Mais pour autant, on ne peut pas... c'est vrai que nous, en tant qu'organisation de la société civile, on exige beaucoup, et c'est tout à fait normal, mais il faut reconnaître aussi que souvent, ce n'est pas toujours évident pour le décideur, pour les gouvernants, face donc à certains dilemmes. Est-ce que vous pensez que ce changement donc, de Premier ministre et de gouvernement peut ramener peut-être la confiance avec et les partenaires sociaux et l'opinion de façon générale? Est-ce que ça peut créer une nouvelle dynamique? Je pense qu'il ne suffit pas de le penser. Il faut surtout l'appeler de tous ses voeux. Parce que si le gouvernement à venir ne met pas tout en œuvre pour, j'allais dire, relever les défis qui n'ont pu malheureusement être relevés donc, par le gouvernement Paul Kaba-Thiéba, je pense que ça sera malheureusement la catastrophe, à la fois pour, j'allais dire, ce régime, mais aussi et surtout pour tous les citoyens. Parce que ce dont il est question, c'est surtout nous, c'est vous, c'est l'ensemble de la population. Donc on ne peut pas se réjouir de leur échec, parce que leur échec sera le nôtre. Donc on ne doit pas être dans une lecture purement partisane pour dire « Ah voilà, ils sont pas capables, ils sont... » Non, nous devons travailler et faire de telle sorte qu'ils puissent réussir. Et s'ils réussissent, ça ne sera pas uniquement à leur, j'allais dire, ce ne sera pas seulement le résultat donc, de leur travail, mais ça sera le résultat donc, de l'effort collectif. Et s'ils échouent aussi, certainement ils porteront une lourde responsabilité, mais je pense que nous aurons aussi une part de responsabilité à assumer. Alors, M. Yameogo, actualité marquée également par cette crise à Orodara, dans le Kénédougou, une crise qui est partie donc d'une altercation, voilà, qui a vu donc un individu ouvrir le feu et donc abattre un jeune de la localité qui s'est réfugié au commissariat de police. Et donc la vindicte populaire a voulu s'exprimer, ce à quoi donc les policiers se sont opposés. S'en est suivi donc voilà, que le commissariat a été saccagé par les populations. Et les choses se sont envenimées encore ce vendredi dans la nuit, avec des jeunes qui se sont organisés donc, pour attaquer le commissariat, pour retirer, semble-t-il, leurs engins. Alors, 5 morts, c'est le bilan donc, dramatique de ces affrontements-là. Quelle analyse vous faites de cette situation? Je parlais tantôt de la question donc, de l'autorité de l'État. Moi, je pense qu'il y a une certaine forme, donc, je ne dirais pas de laxisme, mais d'aveu, je ne dirais pas d'échec, mais il y a comme un laisser-faire qui malheureusement a
amener le citoyen à penser qu'il devait se rendre justice lui-même, il devait prendre en charge sa propre sécurité, et cela aboutit à tout ce à quoi on assiste. Et moi, je pense qu'il faut que très froidement, nous fassions l'analyse qu'il faut, que nous fassions un travail important pour amener les citoyens à comprendre que pour rien au monde, pour aucune raison, on ne devrait s'attaquer aux représentants de l'État, à ceux qui sont chargés de l'application de la loi. Nous pouvons comprendre que la situation qui est arrivée avec le meurtre d'une personne amène des gens à se révolter. Mais aller jusqu'à vouloir extraire quelqu'un pour le lyncher, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, c'était déjà arrivé à Saint-Cancé, d'abord, autour donc de 2015, une population s'était ruée dans une gendarmerie, ils ont extrait l'individu, ils l'ont lynché à mort et ils ont brûlé une partie de la gendarmerie. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la lumière n'a pas été faite sur cette situation. Ce qui est arrivé d'abord à Nafuna. Deux policiers qui ont été tués, au prétexte que, suite à un incident de tir, une habitante donc, de la localité donc, a été tuée. Et voici encore ce qui est en train donc, de se passer. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une fermeté. Et cela passe d'abord par la justice. Si tous les cas où on s'était attaqué aux forces de défense et de sécurité avaient connu un dénouement judiciaire, je pense que ça constituerait une leçon pour beaucoup de populations. Et il faut aussi un travail de sensibilisation. Nous avons parlé tantôt du respect de la vie qui est due. C'est important. Dans nos traditions, la vie est considérée comme étant sacrée. Et il faut tout faire pour la protéger. Et pour rien au monde, on ne peut justifier que l'on puisse enlever la vie de personnes. Monsieur Amégo, cette question de l'incivisme, d'une manière générale, on a l'impression que c'est une question qu'on oppose chaque fois à l'autorité publique. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, est-ce que ce n'est pas du ressort également des organisations de la société civile? Est-ce que ce n'est pas finalement un combat à tous les étages? Tout naturellement. L'État à lui seul ne pourra pas faire le travail de lutte contre l'incivisme. Il est aussi de la responsabilité des organisations de la société civile que nous sommes de travailler effectivement donc à sensibiliser les gens, de travailler à faire comprendre aux gens que la justice privée la vindicte populaire ne peut pas constituer une réponse, j'allais dire, aux besoins de justice et souvent aux injustices donc, que ces gens-là vivent. Donc, je conviens avec vous que c'est une responsabilité partagée. Mais, comme on aime dire, le poisson pourrit toujours par la tête. Il faut que les dirigeants puissent donner l'exemple, tout naturellement. Et il faut que l'État fasse aussi le travail nécessaire donc, en termes d'éducation civique des gens, en introduisant déjà, et je pense que ça existe déjà d'ailleurs, dans les manuels scolaires, donc le nécessaire pour permettre, dans les programmes donc, de formation, pour permettre donc de former déjà les jeunes dès le bas âge. Mais aussi faire le travail d'éducation publique pour que, y compris ceux qui ne sont jamais allés donc, au niveau donc, de l'école, puissent aussi comprendre. Mais il y a surtout un point particulièrement important. Moi, je pense qu'il faut que nous travaillions à reconnecter le lien entre nos forces de défense et de sécurité et les populations. Comment se fait-il qu'à un moment donné, on en vienne à prendre pour cible ceux qui sont là en réalité pour notre sécurité? Et je pense que c'est un travail froid qui doit être fait, identifier les raisons pour mieux appliquer donc, les remèdes. Prenez un exemple simple, la question par exemple de la corruption. Quand vous êtes en force de défense et de sécurité et que vous vous adonnez à ces pratiques de corruption, naturellement, il est difficile que les populations vous respectent encore. Okay. Et au-delà de cela... Monsieur Amégo, pour ne pas vous couper, parce que là, on entre également dans un autre aspect. Avant, bien sûr, Orodare a également eu Yirgou, Gasseleki, où on parle surtout de conflits intercommunautaires. Donc, malheureusement, comme le gouvernement l'a signifié, le ministre, même le président, les terroristes tentent aujourd'hui d'opposer des communautés à d'autres communautés qui vivaient en paix depuis de longues années. Quelle analyse vous faites de cette situation? Comment aujourd'hui contrecarrer ce projet-là?
Alors, comme le CIFDA a eu à le dire, donc à travers la déclaration qu'elle a publiée, moi je pense que ce serait donner raison aux terroristes donc, de se laisser entraîner dans un conflit intercommunautaire. Ce qui est arrivé au niveau de Yirgou, il faut le dire, c'est un massacre pur et simple. C'est un massacre. Et c'est, de mémoire de Burkinabé, la première fois que nous assistons donc à un tel massacre. Et des informations donc, que nous avons reçues, ce massacre a été favorisé par plusieurs situations. D'une part, par le rôle joué par certains acteurs, notamment donc les groupes d'autodéfense, comme le Ogo, qui malheureusement s'en sont donnés et ont été le facteur multiplicateur, j'allais dire, du bilan désastreux auquel donc nous assistons. Mais il y a aussi la faible réactivité de l'autorité. Parce que des informations que nous avons reçues, c'est que dès qu'il y a eu l'attaque, il y a les groupes d'autodéfense qui sont organisés pour faire la chasse à ces gens-là. Et quand ils n'ont pas réussi à attraper ces gens, au retour, automatiquement, ils se sont attaqués donc à tout ce qui était Peul. Et l'information dès 8 h du matin a été donnée à l'autorité, mais c'est plus tard, vers 16 h, que les premières forces de sécurité sont arrivées juste pour faire les constats. Alors qu'il y avait déjà, j'allais dire, je ne dirais pas une confrontation, mais plutôt donc, le massacre donc, qui était en cours. Donc s'il y avait eu une réactivité de la part de l'autorité, je pense qu'on aurait pu permettre de limiter les dégâts. Mais malheureusement, au niveau donc, de la chaîne, nous ne savons pas exactement à quel niveau ça a bloqué. Il n'y a pas eu la diligence qu'il faut pour protéger donc, les populations. Alors cette semaine également, on a vu donc, les échanges entre le président du Faso et les têtes couronnées, notamment donc, en tout cas les grands chefs coutumiers du Burkina, mais également avec la conférence épiscopale. Est-ce que aujourd'hui, ces acteurs-là ne sont pas au cœur également de ce message du vivre ensemble? Ils l'ont toujours été. Et ils doivent encore prendre, je pense, à mon sens, davantage de place. Parce que vous connaissez dans nos traditions le respect qu'on a à l'égard donc de l'autorité traditionnelle, le respect qu'on a à l'égard donc de l'autorité religieuse. Et je pense que si ces autorités s'investissent dans la promotion du vivre ensemble, dans le dialogue interreligieux, dans le dialogue intercommunautaire, cela peut permettre vraiment de beaucoup apaiser. Et donc, nous saluons à sa juste valeur cette initiative qui a conduit justement à ce que le président du Faso puisse rencontrer donc ces autorités-là, puisse échanger, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces audiences et mener des actions directes sur le terrain. Parce que tous ceux qui portent atteinte à la vie des gens, que ce soit à Yirgou, que ce soit à Nafona ou que ce soit à Orodara, forcément sont affiliés soit à une autorité coutumière, soit à une autorité religieuse. Et donc, si ces autorités-là s'investissent encore davantage dans la diffusion donc, de messages de paix, dans la diffusion donc, de messages donc, de cohésion sociale, je pense que cela peut favoriser beaucoup le vivre ensemble. Alors, on va évoquer la lutte contre le terrorisme, justement, et dans ce combat, également, il y a souvent donc, ce rapport des organisations des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch, qui a publié plusieurs rapports qui tendaient donc à épingler les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Et là également, on peut dire que ça crée quand même également une incompréhension chez beaucoup de gens parce que beaucoup estiment que ces organisations-là ne sont jamais là pour dénoncer quand il s'agit des attaques, quand il s'agit de mines qui explosent, mais elles sont promptes à tirer à boulet rouge sur les forces de défense et de sécurité. Mais est-ce que vous croyez qu'ils se réjouissent quand il y a des mines qui explosent? Mais ils ne le disent pas, elles ne le disent pas non plus. Ben, elles le disent en réalité. Lorsque vous prenez le rapport d'Amnesty International sur le Burkina Faso, quand ils font le décompte du nombre de morts, ils ne font pas uniquement le décompte donc, du nombre de morts tués par des forces de défense et de sécurité, mais ils font aussi le décompte du nombre de morts du côté de la population civile et même des forces de défense et de sécurité donc, qui sont victimes des attaques donc, de ces gens-là. Nous travaillons à protéger la vie de tout le monde. Et nous ne sommes pas dans une entreprise, entre guillemets, terroriste. Nous travaillons à dénoncer. Mais vous savez, un État, c'est quand même une entité bien identifiée. Mais le terroriste, c'est qui? Le terroriste, c'est qui? Quel message vous pouvez porter à son encontre?
Donc, mais justement, dans ce contexte, est-ce que ce n'est pas du charlatanisme que de rester, je ne sais pas moi, parce que apparemment, on n'a pas des acteurs quand même de Human Rights Watch sur le terrain des combats. Mais vous savez, le travail de recherche n'a pas forcément toujours besoin d'être sur le terrain, parce qu'il y a des acteurs qui sont sur le terrain. Mais je puis vous assurer que ces gens qui font le travail de rapport aussi viennent sur le terrain, ils rencontrent des gens, ils leur posent des questions, ils collectent des informations, il y a des techniques de recherche qui existent pour faire de telle sorte que ces recherches-là, le résultat de ces recherches puisse être fiable. Et vous voyez. Donc, je pense que... Est-ce que l'objectif n'est pas de jeter le discrédit sur des forces de défense qui sont harcelées et justement qui, au prix du sacrifice, protègent quand même l'intégrité d'un territoire? Aucunement. Nous devons appréhender ce travail comme étant aussi un travail qui contribue à la lutte contre le terrorisme. Parce que quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à la radicalisation, souvent, de certaines communautés? Ce sont les discriminations, ce sont les atteintes répétées aux droits d'un certain nombre de communautés, que ce soit leur droit à la vie, que ce soit leur droit à l'intégrité physique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a des communautés qui se sentent brimées, malheureusement, il y a fort à craindre que ces gens-là ne trouvent comme refuge que chez les terroristes pour s'attaquer à l'État. Lorsque ces gens ne sentent à travers l'État que force et brimade, il faut craindre que ces gens ne soient même de ceux qui vont être les complices des terroristes. Donc, je pense que le travail qui est fait pour s'assurer que la lutte contre le terrorisme donc, se fait dans le respect des droits humains contribue en réalité aussi à la lutte contre le terrorisme. Parce que, vous savez, nos forces de défense et de sécurité, ils font un travail formidable avec très peu de moyens. Mais souvent, ils peuvent commettre des violations des droits humains, souvent de façon non intentionnelle. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent de localités, qui vont aller opérer dans certaines localités dont ils ne connaissent même pas les cultures. Ils peuvent avoir des comportements qui peuvent être, j'allais dire, provoquer certaines communautés. Donc, il est important que nous puissions faire le travail de suivi en s'assurant que la lutte contre le terrorisme ne va pas se faire au détriment des droits humains. Et vous savez, le terroriste, c'est qui? Généralement, le terroriste, c'est l'autre. Quand vous prenez, vous avez parlé tantôt donc, de géopolitique internationale. On peut évoquer aussi la question donc, de politique. Les terroristes des uns ne sont pas les terroristes Exactement, ne sont pas toujours les terroristes donc des autres. Est-ce que vous voyez? Et souvent, dans certains pays africains même, vous vous rendrez compte que les terroristes, c'est l'opposant politique. Donc, il faut craindre que... En attendant, heureusement, ce n'est pas le cas au Burkina. Exactement. Donc, mais c'est parce qu'il y a un travail de veille qui est fait. Sinon, s'il n'y a pas ce travail de veille-là, du terroriste, du vrai terroriste, éventuellement dont on accepte qu'on peut le tuer impunément, on peut en arriver à exécuter des opposants politiques sous prétexte donc, que ce sont des terroristes. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup quand même de conseillers municipaux, par exemple, qui ont été assassinés. On ne sait pas comment. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ce sont des règlements de compte? Est-ce que c'est... Donc, il y a autant de questions. Donc, il faut travailler donc, à préserver la vie des gens. Et je pense que c'est la chose donc, la plus importante. Monsieur Amégo, on va évoquer à présent l'actualité au plan international. Avec cette semaine, donc, la libération, l'acquittement et la libération donc, de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. Une libération, donc, en tout cas, prononcée par le juge, mais qui a suscité derrière, en tout cas, un appel qui a été formulé, ce qui fait donc que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours donc, en prison à la Cour pénale internationale de La Haye. Est-ce que ce n'est pas là un camouflet de plus pour la Cour pénale internationale? Parce qu'avant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il y a eu Jean-Pierre Bemba, il y a eu Uhuru Kenyatta au Kenya. Est-ce que là, ce n'est pas finalement quelque chose qui vient faire de la CPI finalement une coquille vide? Parce que 7 ans de détention, autant d'années d'instruction, près de 3500 victimes en Côte d'Ivoire pour aboutir à cela. Moi, je pense que non. La justice, elle est toujours incomprise, que ce soit nos juridictions nationales ou que ce soit les juridictions internationales. En plus de cela, il faut comprendre que la CPI agit sur le principe donc, de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'elle n'est compétente que lorsque l'État est dans l'incapacité de juger. Et au lendemain donc, de la crise ivoirienne,
tout le système judiciaire était à terre. Et il a fallu prendre du temps donc, pour reconstruire les choses. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là que le président Laurent Gbagbo donc, avait été envoyé donc, à la CPI. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que certainement une des failles peut-être donc, de la Cour pénale internationale, c'est qu'elle intervient généralement après coup, après la commission donc, des faits. Elle n'est pas toujours là au moment où les faits sont commis pour collecter des informations en vue donc, de la procédure. Parce que d'abord, les juridictions qui doivent être compétentes, ce sont les juridictions nationales. Et lorsque les juridictions nationales donc, sont dans l'impossibilité de le faire, donc la CPI intervient. Lorsque la CPI intervient après coup, il se peut qu'un certain nombre donc, j'allais dire, de preuves aient été disparues. Et aussi, il se peut que le climat politique et autres puissent faire de telle sorte que certains qui étaient peut-être plus alertes à témoigner à un moment donné ne veulent plus témoigner. Et justement, la CPI, est-ce que ce n'est pas juste un outil politique aujourd'hui? C'est ce que beaucoup dénoncent. Non. Parce qu'on a l'impression qu'elle se met en branle sur instruction. Et donc, sur instruction de qui? Voilà, mais bien... Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. La CPI peut être actionnée, c'est vrai, par le procureur, peut être actionnée, c'est vrai, par le Conseil de sécurité, mais il y a un nombre de cas très très limités où le Conseil de sécurité a eu à déférer des cas à la CPI. La plupart des fois, c'est surtout les États qui ont actionné la CPI, qui envoient des gens. La CPI n'a pas de police. La CPI agit avec la coopération des États. Donc, s'il y a eu ce camouflet, peut-être faut-il se poser sur la pleine coopération des autorités ivoiriennes dans le cadre donc, de ce procès-là. Est-ce que tout a été fait? Est-ce qu'on a facilité, j'allais dire, le travail donc, de la CPI? Parce que si vous prenez le bureau du procureur, vous avez un bureau qui est chargé des enquêtes, un bureau qui est chargé des poursuites, mais un bureau aussi qui est chargé de la coopération internationale. Parce que la CPI n'a pas de police pour arrêter des gens. Donc il se peut qu'à un moment donné, soit au niveau des enquêtes ou au niveau des poursuites, il y ait un travail qui a été bâclé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a maintenant un acharnement. Parce qu'après l'acquittement, il y a des appels qui se font. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devaient être libérés parce que je suppose que s'ils sont acquittés, c'est qu'ils sont blanchis. Aujourd'hui, on a l'impression que Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, fait de l'acharnement. Ce n'est aucunement de l'acharnement. Je pense que ceux qui se réjouissent de l'acquittement doivent aussi comprendre qu'ainsi va la procédure judiciaire. Qu'il s'agisse d'une procédure au niveau national ou au niveau international, si les textes donnent le droit au procureur de la CPI de pouvoir interjeter appel et de faire de telle sorte que les personnes qui sont sous les verrous à la CPI puissent être maintenues dans l'attente d'une décision donc sur le fond, mais quoi de plus normal? Je pense bien au contraire que cette décision, même si on peut dans une certaine mesure la regretter parce que finalement, ces 3000 morts de la Côte d'Ivoire, qui sera le responsable? Quasiment personne. Pourtant, ces 3000 morts, ils sont morts quand même du fait de quelqu'un. Donc, je pense que, bien au contraire, ces décisions-là sont la preuve que la CPI agit de façon indépendante. Parce que si c'était une cour sous influence, telle que certains le prétendaient, on n'aboutirait pas à cet acquittement-là. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'était les puissances internationales qui avaient travaillé à ce que Laurent Gbagbo puisse être transféré à la CPI, ils pouvaient tout aussi faire de telle sorte qu'il puisse être condamné. Alors, mais s'il a été innocenté, c'est bien la preuve qu'il y a quand même une certaine forme d'indépendance. Monsieur Amégo, on est pris maintenant par le temps, mais on va évoquer un dernier point, l'assassinat d'un journaliste d'investigation au Ghana, Ahmed Hussein, qui avait donc participé à une enquête, une célèbre enquête sur la corruption dans le football africain. Il a été donc assassiné. Alors vous, en tant qu'acteur, en tout cas dans la défense des droits de l'homme, comment vous réagissez à cela? Je pense qu'on ne peut que s'offusquer face donc à cette situation, notamment lorsqu'on a appris qu'un député avait diffusé la photo de ce dernier, à le bastonner, un appel à le bastonner. Et vous voyez jusqu'où un appel à le bastonner peut conduire souvent donc, à un homicide, pour ne pas dire à un assassinat pur et simple. J'espère que les autorités ghanéennes vont prendre au sérieux cette question et mettront les moyens nécessaires pour mener les investigations, pour rattraper les assassins
et les punir à la hauteur donc, de leur forfait. Et cela me permet aussi d'avoir une pensée à l'égard des journalistes du Burkina Faso qui font un travail énorme, surtout en particulier les journalistes d'investigation, parce que c'est aussi grâce à leur travail que nous assistons à l'amélioration, j'allais dire, de la gouvernance dans le pays. Sans eux, rien n'aurait été possible. C'est parce qu'ils s'investissent souvent au prix de leur vie. Et lorsque nous voyons souvent que certains sont incompris, que certains sont attaqués, que certains sont vilipendés, nous disons, faisons très attention parce qu'on peut passer assez facilement, justement, à j'allais dire, des menaces, à l'exécution, notamment lorsqu'on a vu ce qui était arrivé donc, au journaliste donc, Norbert Zongo. Alors, M. Amegon, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore d'être passé sur le plateau de Sur la Brèche. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche pour ce soir, c'est fini. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro.